Mars 1967, le Torrey Canyon. C'est la marée noire. L'opinion publique découvre brutalement le danger des rejets d'hydrocarbures à la mer. Au large, les nappes attaquent le poisson de surface et s'étendent en une couche mince qui interdit l'oxygénation du milieu marin. 1 tonne de pétrole couvre 1200 hectares. Le long des côtes, la couche gluante envahit les plages. 200 000 oiseaux sont tués chaque année. Autre danger sur lequel les recherches se poursuivent, le benzopyrène, substance cancérigène que l'on a retrouvée dans certains coquillages et dont on a mesuré une moyenne de 60 microgrammes par 100 grammes de vase dans plusieurs ports bretons. Les 80 000 tonnes du Torrey Canyon, c'était un accident. Mais chaque année, ce sont 3 millions de tonnes de pétrole qui vont à la mer, normalement pour des raisons techniques et économiques. Il faudrait 15 ans pour que soit résorbé naturellement ce qui a été rejeté depuis 20 ans, à condition qu'on ne pollue plus. Ce qui n'est pas le cas. Chaque été, les municipalités côtières partent en guerre contre les marées noires. Quand ce n'est pas à Brest, c'est à Carry-le-Rouet, en Méditerranée. On a prélevé ce mazout dans une calanque qui s'appelle la calanque de la Tuilière, qui est à 1 kilomètre environ du centre de Carry-le-Rouet. Mais je ne le débouche pas parce que vous reculeriez tellement ça sent mauvais. Alors je vous donne à penser ce que pensent les touristes, les instivants, les baigneurs qui profitent des joies de la mer et qui se trouvent devant une nappe pareille. Chaque pétrolier se déleste en mer en moyenne de 1% de sa cargaison. Et on construit aujourd'hui des navires de 400 000 tonnes. Nous sommes allés en voir un au chantier de réparation du port de Marseille. Son problème, on peut le comprendre. À vide, comme vous le remarquerez, sa coque sort largement au-dessus de la ligne de flottaison. Pour naviguer, faute de pétrole, il doit remplir ses cuves d'eau de mer. C'est cela le ballastage. Ce que deviendra ensuite cette eau avec laquelle il lavera ses citernes, c'est cela le problème. Vous remplissez le bateau, Oui, vous remplissez pour le faire un peu lourd, un peu plus lourd, c'est ça. ce qui fait que vos citernes... Il nous aide à la navigation. Le bateau ne peut pas naviguer seulement vide, complètement vide. Je comprends. Et ensuite, vous retournez faire un nouveau chargement de Oui. pétrole. Oui, oui. Il faut donc vider l'eau. Oui, oui. Et pendant ce voyage du port du chargement, du port de déchargement à le port du chargement, nous nettoyons quelque temps, nous mettons de l'eau propre et après nous jetons l'eau sale et nous arrivons au port avec de l'eau propre. Ça se passe pendant le voyage. Oui. Entre le port où vous Le avez port, livré oui. et le port où vous allez charger. Oui, oui, c'est ça. Et cette eau sale repart à la mer. Oui, quelquefois, oui. Quelquefois, c'est toute la question. C'est pourquoi il existe des stations de déballastage comme celle-ci, où les pétroliers peuvent laver leurs cuves. En 1962, une convention a considérablement limité les zones où les rejets de pétrole en mer sont permis. Mer du Nord, Manche, Baltique, Irlande, Méditerranée occidentale sont interdites. Mais certains pays, certaines compagnies et aucune marine de guerre n'ont approuvé la convention. Quant aux stations de déballastage, il en existe une vingtaine en Angleterre, 6 aux Pays-Bas et 3 en France. Dans notre pays, toutes 3 travaillent à 20% de leur capacité. Voici la seule de la côte méditerranéenne, celle de Mourpiane. L'objet d'une station de déballastage comme celle de Mourpiane consiste à recevoir des pétroliers qui viennent se faire, pour la plupart d'entre eux, se faire réparer à Marseille. Ils se présentent donc au quai que nous avons ici à la station. Oui. Les citernes, les unes après les autres, sont nettoyées à l'eau chaude. Oui. Et le résidu pétrolier est amené avec cette eau chaude. Oui. Lorsque le travail est terminé, un chimiste agréé par le port autonome vient se rendre compte de l'état de propreté des cuves, d'une part, et d'autre part de la teneur en gaz. Il faut que cette teneur en gaz soit très faible pour ne pas pouvoir causer une explosion pendant les réparations. Et les pétroliers qui ne viennent pas à la station de Mourpiane? Eh bien, il faut compter qu'il y a à peu près entre 1 sur 2 pétroliers qui ne passent pas, et même parfois 2 pétroliers sur 3 qui ne passent pas à la station. Lorsqu'ils ne passent pas à la station, ça veut dire quoi? Un pétrolier, par exemple, qui part de Gênes, Oui. qui est parti de Gênes depuis 2 jours, qui arrive au port de Marseille et qui n'a plus de résidus de pétrole dans ses cuves, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'il n'a pas eu le temps matériel de se rendre dans une zone autorisée pour le déballastage des résidus et qu'il a rejeté cela quelque part en Méditerranée où il ne devait pas le faire. Tous les pétroliers viennent ici? Toutes les marques? Tous les pays? Non, il y a des pays qui n'ont pas signé la Convention de Londres. Je n'en aurai pas lesquels. Mais il y a en France des groupes comme Mobil, Esso, Shell qui passent à la station.
Mais d'autres bateaux français ne passent pas. Vous ne les voyez jamais? On ne les voit pas, ils passent à côté de la station, ils rentrent directement dans le port. Les Panaméens, tout ça, eux n'ont pas signé la convention. Hein. Ils n'ont pas signé la convention, ils peuvent quitter les ports. On ne peut pas les obliger à Ah ouais, mais ça, je vous dis, monsieur. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Nous autres, nous demandons au gouvernement, du moment qu'un bateau est dans un port français, en principe, il doit obéir aux lois françaises. Oui, d'accord. Alors, lorsque vous verrez passer un bateau, que vous avez l'impression qu'il lâche du mazout, eh bien, ouais. allez-y près, voyez, si Ouais. vous êtes deux ou trois pêcheurs, commandez, parce que pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Comment ça Interdit, se passe en mer, monsieur? Ben en mer, Oui. on jette. On jette tout. On jette tout en mer. Au fur et à mesure que le navire il lave, il pompe, il draine ses tanks et puis il jette tout à la mer. Dans le sillage, là, ça part. Enfin, Ça arrive part. souvent? Oh, putain. Très souvent. Très Trop souvent. souvent. Ça lui coûterait très cher de faire ça dans une station? Ça coûterait cher. Pas tellement que ça coûterait cher, mais c'est une perte de temps, quoi. Il faudrait que, ou dans les ports de déchargement, hein, dans tous les ports de déchargement, il faudrait que ces ports aient au moins un séparateur, que le navire, pendant son déchargement, puisse laver les tranches qu'il va ballaster pour partir, et que ces eaux de lavage, il les envoie à terre. Mais enfin, il y a des lois actuellement. Mais non, il n'y a pas de loi. Comment il n'y a pas de loi? Il n'y a pas de loi, parce que les Français qui ont signé la convention, soi-disant en Angleterre, leurs navires, les elfes, on les voit jamais dans les stations de déballastage. Il n'y a pas de loi, c'est pas vrai. Vous voyez pas les elfes dans les stations de Les elfes, déballastage? on les voit passer. On en a fait peut-être, je sais pas. On les voit passer, mais ils s'arrêtent pas. Alors le gouvernement français est d'accord, il regarde les Panaméens, les Grecs et tout, mais et ces navires à lui? Les navires battant pavillon français, on les voit pas. Et puis il n'y a pas que les F, il y a les CFTP, il y a tout, quoi. Les bateaux français dans les stations, on les voit pas. Nous, on travaille uniquement avec des bateaux étrangers. Lorsqu'un pétrolier arrive pour la réparation et que le chimiste contrôle donc la propreté de ses cuves, est-ce que le chimiste a autorité pour... Est-ce qu'on se préoccupe de savoir où le pétrolier a rejeté ses résidus? Le chimiste n'a aucune autorité pour demander au commandant des comptes sur l'endroit où il a rejeté les résidus et sur la façon dont il a fait ce déballastage. Ce qui compte pour le chimiste, c'est que le bateau soit dans un état de propreté suffisant et qu'il n'offre pas de danger aux travailleurs qui viendront travailler à bord pour la réparation. Comment explique-t-on cette situation et le fait que le chimiste n'ait pas d'autorité? En fait, personne à Marseille, dans le port de Marseille, n'a autorité à demander des comptes là-dessus. Or, le contrôle serait aisément fait. Il suffirait que le chimiste ait les pouvoirs de le faire, de demander au commandant qu'a-t-il fait de ces résidus. Et cela suffirait tout simplement pour contrôler que le pétrolier n'a pas rejeté ses hydrocarbures à la mer. Comment se fait-il, à votre avis, qu'on ne puisse pas demander justement au commandant où il a acheté ses résidus? Eh bien, il faudrait que ceci soit fait sur un plan international, de l'avis de beaucoup de gens d'ailleurs. Il est impossible qu'à Marseille, on applique une clause de ce genre-là. À ce moment-là, les armateurs enverraient leurs bateaux ailleurs. Il serait pénalisé économiquement. Bien sûr, à Marseille, à ce moment-là, on verrait beaucoup moins de pétroliers. Pas très loin de Marseille, revenons à notre mer de Carry-le-Rouet. La pollution par la nappe de mazout, ça s'est produit il y a combien de temps? Il y a une quinzaine de jours, c'était un dimanche. La nappe de mazout est venue jusque sur la plage? La nappe de mazout a été aperçue dans la matinée, vers 11h30, par des pêcheurs qui étaient en mer, à peu près à 600 mètres, à 1 km du rivage. Et c'est une nappe qui était assez importante et qui s'est approchée parce que le vent d'est soufflait. Le vent d'est, c'est le vent qui amène les détritus et mazout sur la côte, vers le littoral. Et la nappe a fait son apparition au point aigu de la côte vers 13h30, 14h. Ça a été grave? Ça a été grave, moins grave certainement que certaines marées noires que nous avons connues à diverses reprises. Lorsqu'une côte est polluée, on peut retrouver le coupable à condition qu'on puisse se livrer à une analyse du mazout résiduel. J'ai fait analyser un jour le mazout en 1967 sur mon littoral. On a fait analyser le mazout aux environs du bateau qui était dans le port de Marseille. J'ai pu prouver que la composition chimique du mazout était exactement la même et nous avons obtenu le dédommagement par la compagnie qui est une compagnie suédoise. C'est la méthode qu'on devrait employer chaque fois qu'il y a un littoral qui est souillé. Monsieur Canepa, c'est ici que vous avez vu la nappe de mazout? Oui, dans la région où nous sommes actuellement, il y en avait aussi, il y en avait une couche assez importante. Elle faisait à peu près combien? Et la couche faisait environ 1 000, 1 000 et demi nord-sud sur environ 5 à 6 000 est-ouest.
C'est vous qui l'avez vu? Je ne l'ai pas vu le premier, mais de suite qu'elle a été signalée, nous sommes sortis en mer et nous avons pour constater exactement son étendue, voire faire des prélèvements, essayer de récupérer des échantillons de ce pétrole, voir si on pouvait faire une action contre le bateau qui avait rejeté ça en mer. Parce qu'après des expertises, on peut arriver à découvrir le pétrolier qui a porté qui a rejeté ce mazout. Vous avez trouvé le coupable? Nous n'avons pas trouvé le coupable. Pourquoi? Je pense que c'est parce que les services de sécurité maritime n'ont pas d'instructions suffisantes pour agir rapidement. Et cependant, je pense qu'il y a un moyen. Ce moyen n'existe pas à l'échelon local. Il existe évidemment à l'échelon national. Ce sont par exemple les avions de l'aéronavale de la base de Lorient. Et pourtant, équipés pour la chasse aux sous-marins, ils ne font qu'occasionnellement cette mission de surveillance des pétroliers. La surveillance maritime consiste à entretenir une permanence sur zone au large des côtes. On surveille les bateaux et le rejet à la mer d'hydrocarbures, les dégazages de citernes et les nettoyages de soute. Prendre la travers gauche. Dans le 133. Signe en vue. Le maître d'œuvre, si l'on peut dire, c'est le radariste. Au radar, il y a un écho 10 gauche, 6 nautique. Oui, ça doit être le bâtiment usine, c'est ça qu'on vient de voir, non? Oui. Nature et PIM de l'écho. Il a sur son scope radar absolument la situation surface complète. Il voit tous les échos des bâtiments jusqu'au petit chalutier. Et c'est lui qui donne les ordres de déroutement au pilote, qui lui donne le cap et la distance. Alors on fait une approche radar sur le bâtiment en question. Suivant le type de bâtiment, on descend plus ou moins bas pour l'identifier. Vous prenez les commandes, Rio. Attention, il est mal compensé, je pense. Alors l'identification à vue est faite par les pilotes et par l'observateur avant qui est dans le nez vitré. Et alors on identifie d'abord la silhouette générale du bâtiment. Quand on se rapproche, on voit le type de bâtiment. Si c'est un bâtiment de commerce, le nom du bateau, le port d'attache. Et puis éventuellement on prend des photos selon le type de mission. S'il s'agit par exemple d'une traînée de mazout, on peut très bien prendre le début, l'origine de la nappe. Et puis en finale, la dernière photo représente la poupe du bateau avec le nom du bateau et le port d'attache, et l'identification est faite automatiquement. Et si la qualité des photos est bonne, c'est quand même une pièce assez importante du dossier. Pas déterminante. Déterminante, peut-être pas, mais c'est un faisceau de preuves finalement. C'est les photos plus les constats faits par les autorités portuaires qui donnent finalement un... Alors ceci, c'est un cargo yougoslave, le Sibenik, qui a été identifié le 3 novembre 69. Alors effectivement, il y a une très belle traînée là. La quantité est variable évidemment. Enfin, le reflet ne laisse pas de doute. Lorsqu'un bateau vous voit survoler ces superstructures, est-ce qu'il continue à dégazer? Alors là, ça c'est c'est fonction des commandants de bateau. Il y en a qui continuent tranquillement à dégazer sans aucun complexe. Ou bien alors, s'ils nous voient venir, ils s'arrêtent. Évidemment, quand il fait très beau, ils nous voient à une dizaine de kilomètres. À ce moment-là, ils s'arrêtent. On voit très bien la traînée s'arrêter. Évidemment, quand on s'éloigne, ils s'imaginent qu'on s'en va. Il recommence à dégazer, la traînée reprend et ça peut faire comme ça une très longue traînée et puis une série de pointillés de traits. Il s'agit du paquebot Hand, l'affaire du paquebot Hand. Et alors là, la traînée de mazout était absolument splendide. Elle faisait à peu près 8 km de long sur 20 mètres de large à son extrémité. Ceci remonte au mois de janvier 69. Janvier 69, oui. Qu'est-il advenu de cette affaire? Alors les Anglais ont été très intéressés par notre compte-rendu, qui leur a été adressé assez rapidement, et ils ont attendu le paquebot Hand à son arrivée à Southampton. Alors les spécialistes d'une entreprise de gazage ont visité le bateau, inspecté les cales et se sont aperçus qu'une des soutes à mazout avait été nettoyée, alors que les autres étaient très sales et il y avait une certaine épaisseur de résidus sur les parois. Ils ont entrepris une action, enfin le Board of Trade a entrepris une action contre le capitaine, contre le commandant du bateau et contre les armateurs. Et finalement, le commandant du paquebot et les armateurs ont été condamnés à une certaine amende. Ils n'ont pas pu quand même... De quelle importance était cette amende? Lourde? C'était l'ordre d'une centaine de livres. Je crois que c'est 500 livres pour le commandant du paquebot et à peu près la même chose pour les armateurs. Combien aurait coûté à ce bateau
un dégazage à son port. Le dégazage lui-même, l'opération aurait coûté beaucoup plus. Je ne peux pas vous donner le chiffre précis, mais ça aurait été certainement beaucoup plus élevé. Autrement dit, il a fait une économie. Il a fait une économie, certainement. Et ils sont évidemment tous dans ce cas-là. Un point positif, c'est la première fois que sur des preuves comme celle-ci, un tribunal a condamné aussi vite. Un point négatif, les amendes sont loin de constituer une force de dissuasion suffisante. La surveillance est occasionnelle, le système de prévention n'est pas encore au point. Et la guérison. Lorsque le mal est fait, comment s'y prend-on? Qu'a pu faire le maire de Carry-le-Rouet lorsqu'il a vu arriver un beau matin la nappe de mazout au large de sa plage? Eh bien, on a essayé d'alerter les services que nous pensions concernés. D'abord la protection civile, nous avons eu du mal à l'obtenir d'ailleurs. Et ensuite, les services de l'inscription maritime, de la sécurité maritime. J'ai alerté un peu tout le monde et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'abord un cloisonnement entre différents services qui ne permettaient aucune action efficace. Et finalement, j'ai téléphoné au directeur adjoint du cabinet de monsieur le préfet régional, qui me l'a d'ailleurs confirmé. Et je me suis aperçu d'autre chose qui est plus grave, c'est que les services qui auraient pu lutter pour détruire la nappe de mazout, je me suis aperçu que dans le fond, il n'y avait aucun crédit disponible. Et la question qu'on m'a posée a été la suivante: qui va payer? J'ai répondu, en tout cas, ce ne sera pas ma commune qui paiera. Comment lutter contre les hydrocarbures? Pour le Torrey Canyon, on avait utilisé de la sciure et massivement, surtout en Angleterre, des détergents. On s'est aperçu que leur toxicité était plus grande que celle du pétrole. Alors on a pris la craie. Il en faut des tonnes. Il n'y a que la Marine nationale qui puisse le faire, mais avec des moyens qui ne sont pas organisés. En moyen d'intervention, nous avons la craie, après avoir remplacé la sciure de bois. La sciure de bois a déjà été utilisée très longtemps, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, remplacée actuellement par la craie, que nous épandons sur une nappe de carbure, et cette craie colle sur l'hydrocarbure lui-même, et en s'imprégnant d'eau, fait couler la nappe de carbure elle-même. Autrement dit, la nappe de mazout n'est pas réduite, n'est pas détruite, elle est simplement coulée. Exactement. Au fond de la mer. Au fond de la mer. Elle ne remonte pas. Elle n'en remonte pas. Équipe arrière, parée à balancer de la craie. Balancez la craie. Terminé, équipe arrière. Attention, équipe avant. Balancez. C'est très salissant, la craie? La craie pour le bâtiment, oui. Et pour la sécurité du personnel aussi. Nous équipons nos matelots de masques et de combinaisons étanches par cas pour éviter quand même qu'eux-mêmes soient trop éprouvés par cette craie qu'ils peuvent ingurgiter. Il faut de grandes quantités de craie. En principe, pour une marée noire comme celle de Boulogne, que nous avons traitée tout récemment, nous avions 15 tonnes de craie. 15 tonnes de craie, nous avons traité une nappe de 4 km sur 1 km. Vous l'avez évalué à combien de tonnes de mazout? Oh, il en restait une dizaine, une vingtaine de tonnes. Ces nappes sont très importantes. Quand nous avons la chance d'arriver très tôt après la création de la nappe, le mazout qui a pu sortir des cales des tankers garde une épaisseur assez importante, de l'ordre de 10-15 cm. Et cette craie, quoique très efficace, semble peu à peu remplacée par un liquide, le Corexit. Pareil pour la manip. Allez-y. À vider. Alors actuellement, nous mesurons, faisons des essais de débit de Corexit qui, mélangé à l'eau de mer, est évacué ensuite par des rampes. Quels avantages en attendez-vous? Les avantages au point de vue préservation des fonds marins, puisque la craie fait couler la nappe de mazout. Ce mazout reste au fond de la mer sans être détruit, tandis que le Corexit, fourni actuellement par Esso-Chimie, détruit la nappe, par petites particules bien sûr, mais la nappe est détruite. Combien coûte le Corexit? Apparemment de l'ordre de 5 francs le kilo. C'est une somme importante. C'est une somme importante. 5 francs le litre. L'affaire du Torrey Canyon avait coûté 35 millions de francs lourds à la France et autant à la Grande-Bretagne. La pollution coûte cher, très cher.
Si la nappe de mazout reste au large, on estime que le coût du nettoyage de la tonne de pétrole s'élève de 300 à 900 francs lourds par unité. Si elle touche le littoral, il est de 5 à 10 fois plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qui a payé le nettoyage des... Alors de la côte commune a nettoyé les plages qui avaient été souillées. Il y en a deux qui ont été souillées surtout, c'est la plage du Cap Roussé, qui est une jolie petite calanque à 3 minutes d'ici, et la plage de la Tuilière. Nous avons enlevé le sable souillé et nous avons apporté du sable frais. Et cela évidemment coûte très cher. Ces millions de francs qui s'en vont au fil de l'eau, qui finalement va les payer? Chaque année, la pollution grève lourdement le budget des municipalités. Et la pollution, elle, augmente en fonction des besoins en pétrole sans cesse croissants.